Alors, vous êtes conscient que c'est difficile de répondre à des questions qui sont placées à un niveau de généralité comme ça. Donc, j'ai envie de dire, retournez sur le terrain. Parce que... Bon, mais je ne veux pas le faire parce que je me rappelle quand j'étais en saison 1, j'avais aussi l'espoir de capter des apprentissages là, qui allaient me faire gagner du temps, en fait. Mais là, je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, en fait, vous allez perdre du temps, en fait. Vous allez galérer, vous allez vous planter. Il y en a certains qui vont même arrêter. Voilà. Nous, on continue, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, mais on va quand même vous donner quelques éléments. Et je vais passer la main. Alors moi, je suis une gourmande, donc je vais vous donner la banane et le yaourt bifidus. Non, c'est pour répondre, blague à part, le dirigeant, le top-down, ça vient du terrain. Nous, on répète, toutes les équipes disent ceux qui sont les acteurs de terrain qui ont les solutions, et c'est complètement vrai. Donc ça, pour moi, c'est un peu la banane, on la mange par les deux bouts. C'est-à-dire que moi, en tant que directrice et membre du COMEX, j'impulse quelque chose avec la bienveillance de mon PDG, quand même, qui nous a laissé, qui a dit faites votre truc, puis nous, on verra bien ce que ça donne. Et puis, maintenant, COMEX, quand il y a des trucs qui sont transverses et complexes, il dit Kaizen. Donc voilà, alors, nous on attrape le sujet et puis après on en parle à nous quatre, puis on dit qui anime le Kaizen, voilà. Donc ça c'est super parce que même s'il n'était pas convaincu au départ, il a laissé mon prédécesseur implanter la démarche et lancer et préparer le terreau pour que moi je puisse semer les graines. Donc ça c'est déjà super. Et puis donc la banane, oui, le dirigeant il est au moins bienveillant et au moins sponsor de la démarche. Tous les membres du COMEX d'ailleurs de chez Randstad ont été à un moment donné sponsors d'un Kaizen, sur des sujets vraiment qui leur tenaient à cœur. Il y a aussi autre chose, je regarde Agnès parce qu'on a une petite histoire en commun, mais c'est la démarche du héros. C'est le jour où vraiment vous n'en pouvez plus, vous êtes dirigeant, vous dites mais putain, je sais où il faut aller, mais je ne sais pas comment y aller. Il est quelque part mûr pour une démarche lean and learn, ou learn and lean. Et là, si on a la réponse, je pense que là, on peut apporter une vraie réponse. Et puis, la banane, de l'autre côté, c'est parce que ce sont chez nous les comptables, les gens dans les agences qui ont les solutions. Nous, on les connaît pas. Et d'ailleurs, il y avait une autre question qui était... sur la mesure, je crois, mais vraiment, c'est pas de la fausse humilité, c'est de la vraie humilité. On n'a pas la solution. La solution, ce sont les gens qui souffrent et qui sont sur le terrain qui vont la trouver. Et peut-être la première chose, c'est lâcher prise sur le fait de dire la solution, on la connaît pas. Et après, petite histoire atypique, chez Manutan, quand je suis arrivée, moi j'ai vu toute mon équipe, il y avait une soixantaine de personnes, j'aurais dit moi je connais pas votre métier, il va falloir m'apprendre. Grand moment de solitude, pendant un mois, personne ne m'a parlé en disant qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle a rien à nous apprendre, pourquoi ils l'ont recrutée. Et puis au bout d'un an, ils ont compris en fait ce que je voulais dire. Mais voilà, le temps, je te rejoins, le temps est long, il faut accepter aussi d'avoir des grands moments de solitude et avoir une conviction très forte qui vous anime et qui se dit mais j'ai la solution. Enfin, j'ai la solution qui est que je n'ai pas la solution. C'est un peu bizarre, mais c'est tout ce travail qui à mon avis, est indispensable et préliminaire à toute action. Ça ne vous donne pas beaucoup de billes, tout ça. Non, alors Après, vous pouvez vous raccrocher aussi à des outils. Mais quand on passe par les outils, moi j'ai été formée au Lean Six Sigma à l'école centrale, alors on vous inonde d'outils. Et force est de constater que ceux qui rentrent par les outils, en général, ils se plantent. Les outils, c'est des outils, quoi. Moi, je disais l'autre jour, un bic, c'est une arme. Enfin, c'est toujours l'image. C'est vous percez une carotide ou vous écrivez avec. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais le lean peut être extrêmement destructeur si vous l'appliquez à la lettre. Si vous prenez un bouquin et que vous appliquez les outils, vous allez péter votre équipe, quoi. C'est quand le moment dit j'ai vraiment un problème que là, quelqu'un qui peut un outil sort un PDCA, A3, un Kaizen. Je suis désolée mais c'est vrai que c'est toute une culture et c'est important que tout le monde ait le même jargon. Ça fait partie aussi de la transformation de l'entreprise et de la culture. C'est que du coup, au bout d'un moment, on partage aussi les mêmes réflexes. C'est quoi le problème? Chez Randstad, c'est quoi le problème? Quand ça commence à être une longue histoire, c'est que c'est pas très clair. Ça doit se résumer à peu près sujet, verbe, complément. Mais tout ça, c'est un exercice intellectuel auquel on n'est pas habitué.
Et puis le manager n'a pas les solutions. On est désolé, moi je suis directrice financière, je n'ai pas les solutions. J'ai des idées, évidemment, je pourrais mettre en place des trucs, mais si je n'ai pas l'adhésion de l'équipe, c'est là que l'intelligence collective est cruciale. C'est que l'intelligence collective, elle va vous apporter une solution qui est bien meilleure que la mienne ou que la vôtre. Et on se laisse surprendre, et ça c'est magique. Je pensais jamais il y a un an qu'on allait payer les intérimaires plus tôt. Hein. Franchement, ça m'a dépassé complètement. On m'a demandé en fait de faire un petit cours sur le Kaizen, donc je vais avoir 3 heures en fait pour vous expliquer. En fait. Non. Dans le Kaizen, c'est une japo. On avait un ancien DRH qui disait une japoniaiserie en fait. Voilà. Ça vous donne aussi la texture aussi du fait que le lean a encore très mauvaise presse, parce qu'effectivement il y a des gens qui l'ont travesti et qui ont dit le lean ce sont des outils. Enfin, donc non, ce ne sont pas des outils, c'est un état d'esprit. Alors le Kaizen, effectivement, c'est une méthode de résolution de problèmes avec un protocole qui est très intéressant et mais il ne faut pas s'en tromper. C'est pas l'application du protocole qui crée l'état d'esprit en fait. Et très souvent, quand vous faites parce que je pense au management visuel, je pense que ça peut parler à tout le monde parce que c'est un peu la tarte à la crème. Moi, je vous encourage à comment dire, ne pas regarder en fait le tableau du management visuel, mais à regarder les visages et ce qui se passe dans les interactions et l'ordre aussi. Hein, vous voyez qui prend la parole, etc. Ce qui se passe dans les interactions est aussi important que ce qui se passe sur le contenu en fait. Voilà. Et donc c'est là où je vous encourage à avoir au moins deux paires d'yeux, un sur vraiment la méthode, et ça c'est nécessaire en fait. Hein. Et donc le plan do check act est une méthode très, très puissante, mais de regarder aussi ce qui se passe dans les interactions, dans la tête des personnes, et puis voilà, et puis vous aussi vous laissez traverser par ce qui se passe. Donc là c'est peut-être plus des méthodes de coaching aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de voir une équipe en mouvement qui apprend, qui s'enthousiasme, les sourires, voilà. Et ça, tout ça, c'est du visuel. Faut aller sur le terrain, c'est pas l'outil qui va vous le donner, quoi. Donc, alors pour revenir effectivement par rapport à ma note un petit peu pessimiste, c'est que c'est comme dans un coaching d'équipe prescrit. C'est pas parce qu'il y a, tout le monde n'a pas envie qu'il n'y a pas des choses à faire. Déjà, la première chose, donc je vais faire un peu de conseils parce que voilà, déjà c'est aller à la rencontre de personnes qui sont en alliance. Donc là, on reprend les fondamentaux des méthodes de conduite de changement, mais quels sont les alliés, c'est-à-dire quels sont les gens qui sont dans le même mouvement. Et c'est ce qu'on a fait, nous, d'ailleurs. On est allé, effectivement, tiens, il se passe quelque chose du côté de la MAF, et déjà, faire cette alliance entre les personnes qui ont cette conviction que ça peut transformer l'organisation et le monde. Déjà, on se sent moins seul. Donc ça, je vous encourage déjà, si ce n'est pas fait, déjà à créer ce réseau des personnes qui sont vraiment convaincues. Et ensuite, il faut se mettre en mouvement de manière très concrète et puis faire des expériences ou continuer à faire des expériences en ayant en tête que vous allez vous planter, même si ce n'est pas agréable, mais c'est en se plantant qu'on va apprendre. Voilà. Et ça, pour se planter, je reviens sur ma présentation, il faut qu'il y ait une règle de protection où il y a permis de se planter. Parce que si vous n'avez pas ça, là, vous allez certainement mourir sur le terrain. C'est dommage, mais enfin, bon, vous pouvez quitter éventuellement, mais voilà. Donc ce droit de l'erreur, le fameux droit à l'erreur, en fait, il est essentiel, en fait. Voilà, s'il n'y a pas ça, et ça, c'est quelque chose qu'il faut créer, et recréer en permanence. Et ça, vraiment, la clé, et c'est un peu le paradoxe, c'est que vraiment, c'est un peu le paradoxe pour quelqu'un qui promeut l'intelligence collective. En fait, l'intelligence collective commence dans la tête du dirigeant. Alors, il y en a effectivement un certain nombre chez Covea qui nous ont permis à la fois de faire de l'amélioration continue, de l'intelligence collective. C'est pas encore complètement acquis, et donc il faut continuer à créer cette flamme en permanence, avec aussi, et là il faut vraiment aller se mettre dans la tête, c'est pas dans la tête de John Malkovich, ça serait dans la tête du dirigeant pour voir ce qui se passe dans son sous-système en fait. Vous avez
vous lui faites passer un scan, en fait, un scan de son cerveau, et vous voyez à peu près tous les éléments de ce qui se passe dans l'organisation. Il y a un reflet un peu holomorphique, là, pour faire un peu jargonnant. Là, vous avez à peu près toutes les composantes du drame ou du futur ou de la comédie, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Voilà. Et puis surtout, le sourire du dirigeant qui va sur le terrain. Et ça, je vous invite aussi. Là, j'ai beaucoup dialogué moi avec les gens de Michelin, par exemple, qui sont pas là, mais qui sont. Quand vous avez un dirigeant comme le président de Michelin qui parle de ses visites terrain, et ça nous arrive chez nous, et qui en parle vraiment avec de l'humilité, de l'enthousiasme, et, ça, c'est là, vous avez gagné un début de match. Et donc, il y a Olivier Hochmann qui sera un des témoins, qui est un des dirigeants d'une direction de contrôle interne qui pourra témoigner de son cheminement cet après-midi pour aller au-delà de ce que je blablate maintenant. Alors moi j'essaie de prendre le déploiement pour les autres directions. Pour être simple, nous on communique un peu sur ce qu'on fait, mais très, très modestement. C'est pas on markete pas du tout nos actions. On croit beaucoup à la force de l'exemple. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, quand vous avez une direction financière qui se met au service du client, ça inspire les autres départements qui se disent tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et du coup, ils viennent nous solliciter. Donc de plus en plus, nos 3 animateurs sont hier, c'était la DRH qui approchait Michel. La DRH va aussi approcher Alexandre et Christine. Moi, la DSI est venue me voir en disant faut qu'on change notre relation client, nos tickets. Ça a vécu. Donc voilà, là, je pense que je trouve très fort à la force de l'exemple. Donc je rejoins aussi le temps parce qu'il faut que les choses se voient et de l'intérieur. C'est là que tout à l'heure je n'ai pas parlé du yaourt. Moi, c'est le bifidus. C'est-à-dire que ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur au bout d'un moment et vice-versa. Mais il faut que ça soit très très fort et que le bifidus soit très actif à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Sinon, ça perd un peu de son effet. Et puis la deuxième, c'est que intégrer la pression des résultats. En tant que financière, du coup, je prends celui-là. Les résultats, je vous le disais, pour moi, alors moi j'ai confiance en la vie, je pense que ça vient vraiment quand les équipes sont au bon endroit et que chaque membre de l'équipe sait pourquoi il est là quand il vient le matin. Et donc c'est un peu dur à vendre, je vous l'accorde, mais moi j'ai vécu un truc quand je suis allée chez Randstad il y a 2 ans, c'est que, j'avais 3 mois que j'étais là, on m'a dit bon en fait c'est super, on va créer un shared service center en Roumanie et puis il y a 70% de ton équipe qu'on va bâcher et puis on va faire aux Roumains. J'ai dit super, les Roumains ils bossent super bien, moi je fais quoi avec mes équipes? Et vous faites quoi avec votre client? Il va aller en appeler en Roumanie pour avoir des réponses à ces questions, c'est un peu bizarre votre machin. Et en plus on n'a pas le même système d'information que nos amis, donc ça tient pas la route. Si j'avais pas eu cette force conviction, j'aurais pas réussi à retourner la maison mère, très clairement. Aujourd'hui, tout s'est aplani, ils ont abandonné officiellement le projet. Je me suis battue avec mes collègues allemands et belges qui étaient un peu fatalistes au départ. Et on garde nos équipes. Alors, j'ai fait un compromis qui ressemble un peu quand même à un consensus. C'est que les gens qui partent, on ne les remplace pas. Voilà. Donc, les gens qui partent sur d'autres projets de vie, on se débrouille avec nos outils pour faire mieux et avec les équipes qui restent. Donc, on est un peu plus resserré qu'on l'était il y a 1 an ou 2. Mais 10 personnes sont parties pour des projets personnels. On s'est débrouillé pour ne pas les remplacer. Et c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant pour une maison mère que d'investir 40 millions en Roumanie pour monter un bâtiment, pour faire travailler des Roumains, dont le seul avantage est qu'ils sont payés moins cher que vous. En société RH, c'est un peu moyen. D'un point de vue éthique, moi, ça me dérange un petit peu. Je lui ai dit, vous avez fait une erreur de casting, au revoir. Et puis, non, en fait, ils m'ont laissé relever le défi. Et aujourd'hui, donc, c'est possible. Voilà. Et aujourd'hui, je touche du bois, mais Randstad France se porte bien comme jamais. C'est pas lié que à l'équipe finance, c'est aussi une conjonction des planètes qui se sont bien alignées au bon moment, c'est un peu comme Macron. Mais en tout cas, ça détend tout le monde, évidemment, quand les résultats sont là. Mais ça demande un peu de courage. Les managers, en fait, parce que ça, c'est une question qui m'a été posée. Moi, je suis dans une vision où il n'y a pas de résistance, il n'y a que des adaptations, mais c'est pas une pirouette. Mais effectivement, les middle managers, c'est toujours une clé hyper importante. Donc, effectivement, il ne faut pas s'occuper que du dirigeant et du terrain. Il y a tout un travail, mais ça, mes petits camarades, c'est vraiment ça, tout un travail d'empowerment du middle management, parce que c'est là où le point de salut, il est là.
parce que c'est les personnes qui sont les plus impactées, donc il y a vraiment tout un travail de transformation à se faire. Et puis juste par rapport au temps, il faut peut-être réviser son temps par rapport là, parce que voilà, si on va du côté de l'Asie, la vision asiatique du temps est peut-être pas exactement la même. Mais le conseil que je pourrais nous donner, c'est de négocier du temps en fait. Voilà, mais effectivement, si vous n'avez pas la possibilité de négocier du temps en étant raisonnable, vous embarquez pas parce que là aussi vous allez souffrir et c'est peut-être pas le but, quoi. J'embraye sur le temps parce que la saison 1, Alexandre en a parlé. Alexandre et Odile étaient là en saison 1 et ça avait été assez chaud parce que justement ils étaient vraiment, ils n'avaient pas encore rentré et il y avait un gros refus à l'époque du lean. Moi, ma conclusion, c'est très simple. J'ai quatre petits points sur lesquels je voudrais réagir. Le premier, on n'a pas parlé d'organisation. Alexandre l'a soulevé et l'a évacué fort intelligemment, parce que je pense que la solution, c'est pas l'organisation. Par contre, ce qui est sorti très fortement des témoignages et des présentations, pour moi, c'est la notion de client. Et le client vu, entre autres, à plusieurs reprises, par les réclamations. Le bonheur du problème. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, je n'ai pas le temps de développer, mais gardez ça en mémoire, parce que c'est vraiment... je parle en tant que dirigeant, quand je discute avec des copains dirigeants, c'est la première question que je leur pose. Je leur dis, tes réclamations clients. En général, il me dit, attends, il faut voir avec le directeur de la qualité, parce qu'on est ISO 9001. Je lui dis, attends, on n'est pas là pour faire de la médecine légale. Moi, je veux voir la réalité du terrain. Donc, vous voyez, là, il y a un indicateur très très fort. Ce n'est pas le client par le discours qu'on va lui tenir, c'est le client par ses réclamations, par l'avis du client. Première chose. La deuxième chose qui a été très bien vue dans le document de tout à l'heure, c'est la notion d'humain. C'est vrai que le lean et le learn, le centre du sujet, c'est que le capital humain, l'intelligence collective, c'est ça la ressource principale. Et c'est autour de ça qu'on travaille, rien d'autre. Et tous les outils dont on a parlé, et Odile l'a dit très, très, très justement, si les outils ne sont pas là comme des outils d'apprentissage pour les personnes, mais simplement vus comme des outils de réalisation de productivité ou de performance, on se trompe complètement. Et effectivement, on ne va pas faire comme tout à l'heure dans le jeu, on va essayer d'aller plus vite. Quand Laurence expliquait ou Anne-Lise, on va gagner 3%, du coup on va essayer d'aller plus vite dans le même geste, alors que le lean, on fait vraiment autrement. Et c'est vraiment ça la clé. La troisième chose, le dirigeant, c'était beaucoup abordé. Moi, si je parle en tant qu'ancien dirigeant, c'est vraiment la clé fondamentale. Et je dirais que on l'a vu dans notre groupe, on est tous formés, on est des diplômés en solutions. Et on est tous formés à être plus intelligents. Moi, le premier, quand j'étais patron, j'étais content quand j'étais plus smart que mes collaborateurs. Même si, sur le fond, j'avais envie d'avoir des gens plus intelligents autour de moi. Tout le monde va vous dire ça. Un patron va toujours vous dire j'ai des gens plus intelligents autour de lui. En réalité, voilà. C'est d'ailleurs un enjeu en ce moment très politique. Réfléchissez-y. Donc ça, c'est pour le dirigeant. Et du coup, je pense que ça a été bien montré ce matin, mais je voudrais réinsister dessus. On n'est pas ici des apporteurs de solutions, Odile l'a redit. Le dirigeant, il doit vraiment se mettre dans une position de quête et de recherche. Il n'est pas là pour définir, il est là pour découvrir. Gardez ça à l'esprit parce que c'est vraiment un changement qui met beaucoup de temps, à se mettre en œuvre. Et la dernière chose qui est peut-être moins visible, mais quand vous écoutez bien les témoignages qui ont été présentés, c'est que vous découvrez, et Odile l'a dit à l'instant, et je crois que c'est Marc qui l'a évoqué à propos du temps de traitement des dossiers, vous découvrez que ce travail-là, qui demande du temps, c'est pas simplement une amélioration de la performance, mais c'est une ressource stratégique. Si je prends l'exemple d'Odile, de payer les intérimaires le 1er du mois, c'est des ressources qui ont été libérées, ou, je sais pas, ou le 2 du mois, peu importe, mais c'est surtout un élément de différenciation. Ce qui veut dire que si vous voulez convaincre un patron de faire du lean, dites-lui que d'aller sur le terrain, c'est pas simplement pour faire du commande et contrôle, parce que ça, on sait que ça marche pas, c'est pas ça, mais c'est pour voir en quoi le terrain peut lui enseigner la valeur de sa stratégie et lui permettre d'ambitionner de nouvelles stratégies. Car encore une fois, le capital humain que vous allez développer, il est illimité, et c'est des ressources supplémentaires, personne n'y pense. Et c'est ça le fondement de la stratégie, c'est de dégager des ressources supplémentaires pour avoir des objectifs plus ambitieux.